d'abord, ça, tu es natif de la région, pas tout à fait loin, ici de Villeray, d'une famille de... Du Parc Jarry, OK. Une famille de trois garçons. Oui. Et après des études classiques, tu es allé étudier en anthropologie. J'imagine que ça a eu une influence assez importante sur toute ta carrière après, puisque l'homme est toujours au centre de tout ton travail. Je pense qu'il y a des têtes partout dans tout, tout ton travail. Puis plus particulièrement en archéologie, tu es allé aussi. Est-ce que c'est ça qui t'a amené, à force de gratter dans la pierre, tu t'es mis à gratter dans les pellicules aussi? C'est un lien que je me suis, auquel je me suis référé, en fait, mais c'était en fait un pur hasard que j'ai fini comme cinéaste plutôt que comme archéologue. En fait, c'est une blague du 1er avril. C'était un poisson d'avril parce que je devais faire ma thèse de maîtrise sur une fouille archéologique. L'Université de Montréal attendait de l'argent de Québec. La personne qui devait signer le chèque ou l'entente qui avait donné l'argent pour créer un institut d'archéologie à l'Université de Montréal, le poste était vacant. Et la personne est entrée en fonction un 1er avril et elle est morte d'une crise cardiaque avant de signer le papier. Ah bon? Donc, je suis resté en plan et j'avais la possibilité d'aller comme étudiant un été à l'ONF par l'intermédiaire de McLaren avec qui j'avais été en contact. Et c'est comme ça que, finalement, pour un été, je suis devenu cinéaste à plein temps, alors que c'était une sorte de hobby sérieux auparavant. Et bon, je suis resté là pendant 35 ans. Ah. Et il y a 15 ans maintenant, j'ai quitté l'ONF pour devenir un artiste indépendant. Alors, ben, je peux peut-être... effectivement, comme tu dis, les préoccupations anthropologiques, je pense qu'elles ont toujours, à des degrés plus ou moins conscients, elles ont toujours été présentes dans mon travail. Et c'est un fait que, dès les premières années, je comparais le fait de gratter la pellicule, parce que la gravure sur pellicule, le fait de faire de l'animation gravée directement sur du film, a été la première technique que j'ai utilisée, à la fois sous l'influence de Norman McLaren et aussi parce que ça ne coûtait rien et que je n'avais pas les moyens ni l'accès à des moyens techniques pour faire autre chose que ça. Et ensuite, quand j'étais à l'ONF, cette situation-là a changé, mais j'ai développé une espèce de mystique de la gravure sur pellicule qui fait que j'ai continué à en faire jusque dans les années 90. Et effectivement, je me disais que c'était un peu la même chose, c'est-à-dire gratter la terre pour trouver les restants des civilisations anciennes et gratter la pellicule pour faire émerger, disons, pour être ambitieux, une sorte de vérité. Je trouvais qu'il y avait une correspondance entre les deux. Mais la préoccupation anthropologique et archéologique, en fait particulièrement archéologique, parce que l'archéologie a à voir avec la culture matérielle, avec les technologies, avec les techniques. C'est par cet angle-là que ça passe pour examiner ce qui peut rester des civilisations ou des sociétés anciennes. C'est sûr que quand il y a eu une donnée technologique plus complexe autour du cinéma d'animation et du cinéma, c'est-à-dire l'apparition de l'informatique, du support numérique pour le cinéma, qui a fait plus ou moins éclater les cadres qui avaient existé jusque-là, qui étaient assez solides, qui avaient duré longtemps, qui étaient organisés autour du cinéma analogique. C'est sûr que mes préoccupations anthropologiques pour comprendre l'impact de la technologie dans l'art, dans mon travail, ça a remonté là, de façon très constante à la surface. Alors, juste une petite partie aussi. La gravure, j'ai vu que tu avais aussi tu as suivi des cours à un moment donné avec Richard Lacroix, ou si tu as fait de la gravure aussi sur acier, sur cuir, mais tu n'as pas poursuivi là-dedans. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même un élément important parce qu'au point de départ, mon intérêt pour le cinéma était un intérêt qui s'inscrivait dans une
dans une activité d'artiste plus large. C'est-à-dire, je ne me considérais pas au départ comme cinéaste, mais comme artiste. Et c'était un moment, fin des années 50, début des années 60, c'était un moment où beaucoup d'artistes visuels utilisaient le cinéma, il y avait les frontières entre cinéma d'animation, cinéma de prise de vue réelle, cinéma expérimental et art plastique étaient beaucoup plus fluides que ce qu'elles sont devenues par la suite. Et mes premiers travaux, je les ai conçus dans ce cadre-là. En fait, je vais vous montrer un premier petit film qui était peut-être mon premier vrai film accompli. Et c'était un film qui, pour moi, était un film d'artiste, c'est-à-dire que ça s'accompagnait par ailleurs de travail en gravure. Ça avait un rapport avec le travail de McLaren, mais aussi avec tous les courants cinéma expérimental, de cinéma structurel. C'est une œuvre qui est gravée sur pellicule, mais qui a une dimension assez conceptuelle. Alors, bon, je trouvais important de le montrer, puis de souligner ça, parce que c'est un peu à ce point-là que je suis revenu depuis 4 ou 5 ans, où, de nouveau, du fait d'être parti de l'Office national du film, qui est un endroit vraiment de cinéma, puis d'avoir élargi le travail avec les performances, les installations et, plus récemment, le dessin, je me retrouve dans la situation où je me conçois plus comme un artiste qui fait aussi du cinéma que strictement comme un cinéaste, ce qui a été le cas pour la plus grande partie de ma carrière. Alors, je vous montre ce premier film-là. Une chose qui est bien notée, c'est que j'ai vu que... alors, ce genre d'image-là, où c'est des images différentes sur chaque image du film, le film a été fait avec seulement 24 graphismes différents, recomposés de façon différente. En fait, c'était assez influencé par le principe de la musique sérielle. Et j'étais un grand admirateur de Schoenberg, Webern surtout à l'époque. Alors, ça correspondait à une vision assez minimaliste de l'animation, c'est-à-dire de faire des durées assez longues avec très peu d'éléments. Ce qui est revenu dans mon travail tout récemment, c'est une des raisons pour lesquelles je vous montrais ça. Mais ce qui est à noter ici, c'est que c'était vraiment un truc conçu pour le film, c'est-à-dire où il y a nettement des images différentes. Et il y a parfois des interférences avec les nouveaux médias. Et j'ai vu que sur l'écran qui était là, il y avait des espèces de lignes horizontales qui venaient probablement du contraste très grand entre les blancs et les noirs. Et ça ne fait pas partie du film. Alors, c'est comme ça, on a à vivre avec ça. Oui, alors... C'est un peu dans ce sens-là. La question que j'avais, je voulais signaler qu'il y avait 24 dessins qui avaient servi à ça. 24 c'est les mêmes, positifs ou négatifs. Oui. Puis la quantité 24, c'est pas étranger au cinéma non plus. Non, c'était parce que le cinéma a 24 images 24 par seconde. images, c'est ça aussi. Et que la musique dodécaphonique, c'est 12... c'est 12 demi-tons que j'ai multiplié par 2. Il n'y a rien d'innocent là-dedans. Non, il n'y a rien d'innocent. Et bon, ça va à l'endroit, à l'envers. La série de 24 images avait une espèce de structure dedans qui servait de base à des recombinaisons possibles ou à en extraire certaines parties et de concentrer tout à coup sur un nombre plus limité d'images. Donc, l'idée de la série, donc d'une série de peu d'éléments, mais avec quand même une structure dedans sur laquelle puisse se fonder l'opération de recombinaison et de permutation. Tout était là dans ce film-là, oui. OK. Voilà. Alors, la suite des choses, c'était que, étant à l'Office national du film, qui est un endroit de cinéma, j'ai peu à peu cessé de me concevoir comme un artiste au sens plus général du terme, et je me suis plus concentré sur le cinéma comme tel. Et bon, la gravure sur pellicule est restée très importante. Elle a pris un tour plus narratif dans les années qui ont suivi. Alors en fait, il y a un film qui est assez connu, que je ne montrerai pas ici, mais qui s'appelle « Souvenirs de guerre »,
dont je pense que tu voulais parler un petit peu, qui lui, est vraiment très narratif, fait en gravure sur pellicule, ce qui avait créé un certain étonnement chez McLaren, parce que lui ne pensait pas qu'il était possible de faire des choses narratives avec la gravure sur pellicule. Mais finalement, bon, je me suis allé dans cette voie-là. Et peu à peu, il y a eu une collaboration avec des musiciens qui s'est créée, et je suis revenu à des formes de films moins narratives, si on peut dire. L'extrait que je vais vous montrer, parce que ça ne sera qu'un extrait, parce que c'est un film de 15 minutes, ce serait trop long, c'est le film Le Métro, Chants et danses du monde inanimé, Le Métro, qui a été une collaboration avec les musiciens René Lucier et Robert-Marcel Lepage. Alors, ce film-là est important, d'une part à cause des musiciens, c'est-à-dire que c'était le début d'une série de films où les musiciens avaient quartier libre. C'est-à-dire, on appelait ça des performances cinéma-musique, dans la mesure où moi, je travaillais l'image, et eux faisaient ce qu'ils voulaient avec la musique. Je n'avais pas la posture d'un réalisateur qui demande à un compositeur de faire telle ou telle chose pour répondre à tel ou tel besoin dramatique dans le film. Et bon, c'est important en particulier par le fait que j'ai collaboré à cette époque-là, donc 1984, je pense, avec René Lucier, et qu'avec René, le hasard a fait qu'on s'est un peu perdu de vue pendant longtemps, et il est ressurgi dans ma vie à l'occasion du tout dernier film dont je parlerai à la fin de la conférence, de la causerie. Alors, je trouvais intéressant d'avoir une trace de la collaboration avec René. Et ce film-là aussi était le début du travail de performance. C'est-à-dire que le film avait été conçu pour être montré et sonorisé live en public. Alors l'idée était d'avoir un programme de mes films, plusieurs films dont la musique allait être faite par René et Marcel. Éventuellement, Jean de Rome s'est ajouté à notre groupe. Et donc, le film a été prêt pour la projection au cinéma Outremont, ou au Nouveau Cinéma, pour ceux qui se souviennent de ces années-là. Ils ont joué la musique live qui était enregistrée, et on a pris la meilleure prise comme trame sonore du film éventuellement. Alors, je ne savais pas que ça allait être le début d'une aventure qui continue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une partie importante de mon travail allait être un travail de performance. À cette époque-là, ce n'était pas encore du travail où je faisais de l'animation en direct, mais néanmoins, ça m'avait forcé de travailler beaucoup plus rapidement que j'avais jamais fait. Et ça a comme confirmé le fait que la vitesse dans mon travail, que ce soit en performance ou dans le travail d'atelier, était un élément important. Et bon, je vais vous montrer un petit bout. C'est de la gravure sur pellicule. En termes de raffinement, j'avais commencé par du travail sur du 16 mm. Dans ce cas-là, c'est sur du 35, avec des procédures optiques, de caméra optique assez complexes qui permettent de mettre les couleurs, qui permettent un travail assez élaboré. Alors, je vous montre un... Mais dans le film, il n'y a pas que de la gravure aussi. Il y a beaucoup de photos, oui, d'interventions sur les photos avec Fusain, oui, probablement. Oui. Je sais pas. Alors, très rapidement, mon travail était un travail composite. Alors, effectivement, il y a de l'animation dessinée au tout début, intercalée avec des photographies. Il y a pas mal de photographies. Et il y a du dessin au fusain et bon, l'animation gravée sur pellicule. Alors, c'est assez intéressant parce qu'à cette époque-là, en faisant les dessins au fusain, je me disais, bon, je vais commencer à dessiner aussi, je vais recommencer à dessiner et être un artiste visuel, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'étais toujours aspiré par le travail de cinéma, même si j'essayais de faire du travail de dessin. Depuis 4 ou 5 ans, j'ai réussi à faire ce passage-là. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, je vous montre un petit bout de ce film-là. Il y a une autre première dans ce film-là aussi, c'est là que tu commences à introduire ton propre corps. On voit tes mains partout. Oui. Et plus tard aussi. Oui, alors j'étais pour aujourd'hui pour vous parler du projet Lieux et Monuments puis du projet Tête, mais j'aurais pu décider à partir de ce film-là de parler des mains parce que à partir de ce moment-là, les mains sont revenues régulièrement dans mon travail, effectivement.
Alors, à partir de ce film-là, on peut dire que tous mes films à l'ONF ont eu un élément de performance. Il n'y en a donc un qui est né uniquement comme projet de film, avec un storyboard, un scénario. Il y a toujours eu au début, de façon plus ou moins importante, du travail en performance, entre autres La lettre d'amour, qui était fait avec ma femme Sylvie Massicotte, dans laquelle il y avait un texte, où il y a eu d'abord une série de performances. Mon long métrage La plante humaine également a d'abord existé sous forme de performance pendant 2 ans avant de devenir un projet de long métrage. Donc l'aspect performance est devenu un élément très, très, très important. Et quand j'ai quitté, et oui, à cette époque, je devrais dire, c'était des performances de gravure sur pellicule en direct. C'est-à-dire, ce que je faisais, c'est que je mettais une pellicule noire d'une 50aine de secondes dans un projecteur 16 mm. J'étais assis à côté, le projecteur roulait sans arrêt, et à cette durée-là, il y avait toujours une bonne partie de la boucle de film qui était par terre à côté de moi. Et ça laissait la possibilité de prendre la boucle et de graver un certain nombre d'images. En fait, j'avais à peu près une 30aine de secondes pour graver avant que le projecteur ne tire sur le film. Bon, que je dois évidemment laisser aller que si je ne voulais pas que ça casse. Et de reprendre un autre bout et de façon cumulative d'ajouter des images. Alors, j'ai fait ça de 1985 jusqu'à 2001. Et là, c'était le moment où j'ai quitté l'ONF après avoir été producteur quelques années. Oui, c'est ça. Et où je suis devenu artiste, enfin, retraité de l'ONF, mais ça, c'était une question plutôt technique, parce que je n'ai pas vraiment été retraité. Je suis redevenu, on peut dire, un cinéaste indépendant, mais aussi un artiste indépendant. En fait, ça a amené tout ça au projet Lieux et Monuments, qui, curieusement, j'ai voulu revenir à être plus un artiste qui fait du cinéma, mais en même temps, je suis redevenu plus un cinéaste aussi, parce que les films Lieux et Monuments sont, pour l'essentiel, des projets de cinéma. En fait, ça a commencé dans le cadre des performances. Avec Bob, quand on faisait nos tournées de Living Cinema, souvent, comme la pièce principale avait 45-50 minutes, dans les festivals, on pouvait faire uniquement ça, mais quand on allait dans des lieux où ils voulaient comme une soirée complète, il fallait que ce soit plus long. Alors, on s'est mis à ajouter une première partie d'une demi-heure qui consistait à faire une performance à partir de tournages que j'avais fait le jour même dans la ville où on performait. Et donc, quelque chose sur le champ et qui était finalement toujours un peu centré sur des lieux. C'était toujours un lieu de cette ville. Et j'ai commencé de cette façon-là à faire des tournages sans trop savoir ce que j'allais filmer, en m'installant quelque part et en acceptant ce qui allait arriver et de faire la performance à partir de ça. Et c'est comme ça que le projet Lieux et Monuments, qui est une des deux choses qui m'occupent principalement ces temps-ci, en fait depuis quelques années, a émergé. Alors, c'est un projet qui consiste effectivement à faire des tournages, je dirais presque au hasard. Alors le premier que j'ai fait a été tourné à Prague, et c'est à ce moment-là que je suis devenu conscient que ça pouvait être un projet. En allant acheter un billet d'autobus, j'ai vu près de la gare d'autobus de Prague, qui est un endroit assez glauque, une stèle, une espèce de bas-relief réaliste socialiste, qui était un restant d'une époque passée, mais pas si lointaine en réalité. Et je voyais les gens qui passaient devant cette œuvre qui était quand même assez considérable, assez grosse, sans la regarder. Alors je me suis dit, je vais revenir tourner ici jusqu'à ce que quelqu'un la regarde vraiment. Alors j'ai tourné une demi-heure jusqu'à ce que quelqu'un la regarde vraiment. Puis c'est bien tombé parce que c'était un homme assez âgé avec son fils ou son petit-fils qui s'est arrêté et qui a regardé. Alors ça avait du sens. Et ça m'avait intéressé parce qu'on était allé voir juste avant le musée d'art moderne de Prague et où, curieusement, de toute leur collection réaliste socialiste, il ne restait qu'une petite salle. Alors je me dis, il y a chez les Tchèques une nécessité d'oublier cette période-là,
Alors, et tout en l'ayant très présente dans le paysage urbain, comme cette situation-là le montrait. Alors, c'est comme ça qu'a commencé le projet Lieux et Monuments, qui était des tournages autour d'endroits où il y avait des monuments ou des choses que je pouvais, moi, désigner comme des monuments. C'est-à-dire, je n'avais pas une notion stricte de ce qu'était un monument. Il fallait que ce soit une situation qui implique une question de souvenir, de commémoration et d'oubli aussi. Alors, et qui devait toujours impliquer la circulation des foules, la circulation quotidienne des foules, le plus souvent dans l'indifférence de l'élément monumental du tournage. Donc, j'ai fait un premier film à partir de ça, que j'ai appelé Lieux et Monuments 1. Alors, je vais vous montrer le numéro 2, que j'ai tourné à Lyon. Et en fait, je n'ai pas tourné ce que je voulais tourner, parce que j'étais allé 2 ou 3 ans auparavant avec un ami, et j'avais vu une gare un peu déglinguée, où il n'y avait que des vieilles personnes qui arrivaient, qui avaient déjà été une gare importante, et j'avais trouvé ça assez bien. Quand j'étais arrivé à cette gare-là, elle avait été rénovée, il y avait plus de lignes, ça avait l'air de n'importe quelle gare. Le caractère un peu décrépit avait complètement disparu. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors je me suis même promené en cherchant un endroit où tourner, vu que j'avais transporté mon matériel, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et je suis arrivé sur la place Carnot, qui est à côté de la gare PRH. Et là, mon attention est attirée par le fait qu'il y avait une grande statue qui s'appelait Gloire à la République, et un carrousel juste à côté qui tournait en rond. Alors je me suis dit, il y a quelque chose là qui... Et j'ai tourné avec l'impression de rien avoir vu de très important dans mon tournage. Et en regardant, j'avais tourné 3/4 d'heure, je pense, et en regardant mon tournage, là, il y a des choses qui sont mises à attirer mon attention, en particulier un vieux monsieur avec une canne qui marchait de la statue jusqu'au carrousel. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans, et j'ai réfléchi, et au moment où je tournais cette chose un peu grise, où les gens un peu tristes allaient et venaient de leur train de banlieue sur la place Carnot, c'était au même moment où ailleurs dans le monde, sur la place Tahrir au Caire, il y avait le mouvement contre Moubarak, un mouvement qui a eu des résultats pas aussi glorieux qu'on aurait espéré, mais néanmoins, c'était un mouvement extrêmement stimulant qui avait aussi à voir avec la démocratie. Alors, je me suis dit qu'il y a un beau contraste de simultanéité, parce que tous les projets Lieux et Monuments doivent impliquer une espèce de convulsion du temps, ou bien en rappelant un passé plus ou moins ancien, ou bien en anticipant quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou bien des liens de simultanéité comme celui-là. Et l'autre aspect que je voudrais souligner, c'est que dans ce projet-là, ça m'a entraîné vers une pratique de l'animation un peu différente de ce que j'avais toujours fait. C'est-à-dire que l'animation, de plus en plus, s'est mise à servir au niveau du pouvoir que l'animation pouvait avoir à altérer la perception qu'on a des images, ou que ce soit des images réelles ou des images dessinées ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer ensuite quelques autres exemples de ça. Ce qui fait que ça a amené une approche assez minimale. C'est-à-dire que le problème que je me posais par rapport à l'animation, c'était qu'est-ce qu'est la plus petite intervention que je peux faire qui va changer la façon dont on appréhende les images qui sont proposées. Et en ce sens-là, ça me semblait quand même assez près de mes premières tentatives, comme dans Hop-Hop, où il s'agissait de faire le plus avec le minimum d'images. Alors, je vous montre, ça dure 7 minutes, je vais vous montrer au complet Place Carnot-Lyon, de sorte que ça va vous donner une idée de la forme que ce projet-là a d'abord pris. Et ensuite, je vais commenter, c'est que ce projet-là m'a mené éventuellement à faire des installations vidéo,
comme partie de la même série. Alors, je vais vous parler de ce développement-là après avoir montré cet extrait-là. Alors, parce que il y a une méthodologie qui s'est développée pour ce genre de travail que je me suis mis à appliquer systématiquement un peu partout dans le monde. Parce que maintenant, au cours des années, grâce à la fois les voyages pour faire des performances, mais aussi une bourse que j'ai eue du Conseil des arts et des lettres du Québec, j'ai tourné maintenant un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, j'ai du tournage qui vient d'Europe, du Canada, des États-Unis, un peu partout en Europe d'ailleurs, en Asie également. J'ai probablement de quoi, si je continue à faire des films comme celui-là, j'aurais probablement de quoi en faire jusqu'à l'âge de 95 ans, tellement j'ai de matériel. Alors, il y a une méthodologie qui a plusieurs aspects. Premièrement, le tournage est à peu près toujours du tournage en plan fixe. C'est-à-dire, je m'installe quelque part où je peux penser qu'il y a un potentiel d'arriver quelque chose, qu'il va arriver quelque chose. En fait, mais c'est très, très difficile à juger parce qu'il y a des fois où j'étais convaincu qu'il arriverait quelque chose et il n'y arrivait rien. Mais en fait, l'incitation à procéder comme ça est venue de mon père quand il était assez malade dans sa chambre de la maison de retraite où il habitait. Il y a eu une période où il ne pouvait pas vraiment quitter sa chambre. Il devait rester pas très loin de la salle de bain. Et il ne dormait pas beaucoup. Et il passait beaucoup de temps à la fenêtre à regarder la rue Sherbrooke, parce que c'était Sherbrooke-Est. Et autant le jour que la nuit. Et un jour, commentant le fait qu'il faisait beaucoup ça, il m'a dit « C'est extraordinaire, même la nuit, il se passe toujours quelque chose. » Alors, c'était la base de mon approche de tournage de ces choses-là, c'est à savoir qu'en théorie, quel que soit l'endroit où je me mette, si j'allais tourner assez longtemps, il allait se passer quelque chose. Bon, ça se vérifie de façon diverse, mais néanmoins, c'est ça le principe. Un autre aspect, c'est évidemment que je ne me cache jamais. Je me mets toujours en évidence, de sorte que les gens sachent que je suis là en train de tourner, que je fais... C'est un petit côté installation, en fait, dans la façon dont je tourne. Et ça a comme conséquence que si des gens voulaient que je ne les tourne pas, ils pourraient venir me le dire. C'est impossible dans des conditions comme ça de faire signer des releases comme on fait dans les tournages documentaires habituels. Il y a un risque à ça, mais ce serait détruire la situation que je tourne que d'avoir des équipes de gens avec des formulaires qui courent après les gens pour leur faire signer une autorisation de prendre leur image. Je me dis que je fais ça dans un lieu public, c'est public, et que tout ce qui réduit le caractère public des lieux publics, je suis contre ça. Alors, donc, je cours le risque de m'installer comme ça. Et ça a comme conséquence positive que très souvent, les gens viennent me parler. Et il y a dans plusieurs des projets qui ont été faits, les conversations avec les gens qui viennent me demander ce que je fais ou qui viennent commenter ce que je fais font partie des films. Ça me donne des tournages en général assez longs, c'est-à-dire un plan fixe de 3/4 d'heure, d'une heure, d'une demi-heure, selon les cas. Et ça permet, à ce moment-là, il y a au niveau du
travail de ce matériel-là, il y a on peut dire, deux processus inverses. C'est-à-dire une chose que je vois comme un processus centrifuge qui, à travers des manipulations numériques, permet de condenser la matière. C'est-à-dire d'utiliser les choses intéressantes ou importantes qui se sont produites sur une durée d'1 heure, par exemple, en 7, 8, 9, 10 minutes. Et le fait que c'est un plan fixe, techniquement, facilite ce travail-là. Alors, vous avez vu dans ce film-là, pour tirer parti du vieux monsieur qui se promenait au fond, il a d'abord fallu que je vide l'espace, mais l'espace n'était jamais vide. Il y avait continuellement des gens qui passaient sur la place Carnot. Alors, il a fallu que par morceaux de place, que je prenne en reconstruisant l'image, des parties de l'espace qui étaient temporairement vides et que je fasse une espèce de patchwork qui permette d'avoir la place Carnot entièrement vide. En fait, en milieu d'après-midi, je n'aurais jamais pu avoir une image de la place complètement vide. Alors, ça a demandé un travail technique assez long. Et pour effacer les gens, alors là, je les ai transformés en ombre qui peu à peu s'effiloche. Donc, c'est une utilisation de l'animation qui est quand même assez différente de l'utilisation classique de l'animation. Alors, dans presque tous les cas, je me livre à des opérations techniques de ce genre-là. Et ici, c'est moins le cas, mais il y a des interventions d'animation ensuite que je considère comme des... non, alors ça, c'est des interventions centripètes, je me suis trompé, c'est-à-dire qui ont tendance à densifier, à condenser la matière. Et je vois l'animation comme des interventions qui permettent de la faire éclater, donc des interventions centrifuges. Alors, il y a un texte là, que ceux qui voudront, où j'explique tout ça, toute cette procédure. Alors, c'est comme ça que j'arrive à retravailler des choses, puis à en faire des objets qui contiennent que des éléments réels, mais en les recomposant, en les resserrant, qui en font des sortes d'allégories du moment présent. Alors, ce travail-là m'a mené à le développer, à modifier les moyens de présentation. Parce que c'est sûr que c'est des films qui trouvent difficilement leur place, parce qu'on n'accepte pas vraiment de les considérer comme des films documentaires. On n'accepte pas de les considérer comme des films d'animation, parce que souvent l'animation est cachée, il n'y en a pas assez. Alors, maintenant j'en ai suffisamment que ça me permet de construire des programmes lieux et monuments. Et là, ça arrive de plus en plus souvent qu'on me demande de montrer les films du projet, plus par intérêt pour le projet que parce que c'est du documentaire ou de l'animation. Mais j'avais un problème pour les présenter et finalement, les occasions aidant, j'ai commencé à les présenter sous forme d'installation vidéo. Alors en fait, j'en ai fait 2 à date. Il y en a une qui a été montrée à la Cinémathèque québécoise pendant 6 mois, il y a presque 2 ans, qui était sur Berlin. Il y a des films qui sont montrés. On va redémarrer ça tout à l'heure après la causerie. Et dans ce que je montre là, il y a 3 films, dont une version monobande de l'installation sur Berlin. Mais l'installation sur Berlin se présentait sous forme de 4 écrans plats, un à côté de l'autre, avec des boucles de longueur différentes, qui faisait que la combinaison d'images 4 à 4 était toujours renouvelée. Et en fait, on a calculé que ça prendrait 1200 ans avant de revenir à l'état original quand on démarre les 4 lecteurs médias qui permettent de montrer ça. Alors, ça introduit tout à coup un nouveau jeu avec le temps, parce que déjà, les projets lieux et monuments étaient un jeu avec le temps, avec le souvenir, avec l'oubli, avec la simultanéité, avec l'anticipation, etc. Alors, j'ai trouvé ça passionnant, puis j'ai trouvé intéressant comme façon de le montrer, parce que ça ressortait plus comme une entité. Curieusement, c'était peut-être plus facile à montrer.